Nantes, une petite fête entre amis. Sophie Graveau a 23 ans. Sophie est vendeuse. Sur ces images, elle fête l'anniversaire de sa sœur. Je suis grillé. Sophie. Oh bah super. Tu m'arranges. Tu sais que j'ai horreur de ça. Gros plan comme ça. Trop tard. Le 7 avril 2007, Sophie est assassinée par un inconnu. Depuis 2 ans, sa mère Martine et son beau-père Rémi viennent presque chaque jour au petit cimetière de Treillères. Elles sont encore belles les fleurs, je pensais qu'elles allaient faner, regarde. Ah, elle a mis des petites roses de mise là. C'est là. Voilà, petite cocotte. Je passe tous les soirs ou tous les 2 soirs. En rentrant du travail, je file directement au cimetière. C'est un besoin, je ressens un besoin de venir la voir. J'ai l'impression qu'elle m'attend. Bon, j'ai marqué la date de naissance d'abord et j'ai marqué après qu'elle était heureuse et que le 7 avril 2007, un monstre lui a ôté la vie. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le monstre, c'est cet homme. Il s'appelle Rami Zizeni. Il a été arrêté 6 jours après le meurtre. Nantes, il y a 2 semaines. Le procès de Rami Zizeni s'ouvre devant la cour d'assises. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de la jeune femme attend ce moment depuis 2 ans. Sophie, maintenant pour elle c'est fini, mais il y en a d'autres petites jeunes filles qui circulent dans le centre-ville et puis qui pourraient rencontrer Zizeni. Ah bien sûr. Il pourrait très bien s'attaquer à elle aussi. Donc c'est fini ça. Il faut qu'il soit enfermé pour toujours. Il faut qu'il reste le restant de ses jours oui. incarcéré. Le procès est extrêmement médiatisé. Des journalistes de toute la France sont venus couvrir l'événement. Au premier rang, la famille de Sophie est là au grand complet. Martine, sa mère, son mari, Rémi, Gérard, le père de Sophie, Céline, sa sœur, et Régis, son petit ami au moment des faits. Tous attendent de savoir enfin ce qui s'est réellement passé ce 7 avril 2007. La cour. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Retour sur les faits. Nous sommes à Treillères, un petit village tranquille, proche de l'agglomération nantaise. C'est là que Sophie a passé son enfance et qu'elle vivait chez sa mère et son beau-père. À 13h, le jour du drame, elle emprunte cette route pour la dernière fois. Elle quitte son domicile pour se rendre à son travail. Elle est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter masculin dans le centre commercial de Saint-Herblain, à quelques kilomètres de là. À 21h10, Sophie sort du magasin et rejoint son véhicule, garé sur le parking, au même endroit que d'habitude. Elle s'apprête à rejoindre son petit ami Régis, avec qui elle doit passer le week-end. Moi je terminais à 20h, donc elle finissait à 21h. Donc les deux me rejoignent chez moi aux alentours de 9h30, 9h30, 10h moins le quart, allez, au plus tard. Donc 10h moins le quart, la voyons pas venir. Bon, j'ai laissé un petit quart d'heure de délai et à 10h j'ai essayé de la rappeler, sans rien. Et j'ai réussi à la voir à 22h45. Et les seuls mots qu'elle a dit, ça a duré 20 secondes d'ailleurs, un tout petit coup de fil, où elle m'a dit que mais t'inquiète pas, j'arrive dans 20 minutes. Donc ça a raccroché subitement, j'ai essayé de la rappeler tout de suite après. Et là, bon, j'ai pas réussi à la voir, donc bon. Sophie ne rejoindra jamais Régis. On savait rien. Ouais, elle aurait très bien pu s'engueuler avec son copain, ça arrive, et puis bon, je viendrai pas ce soir, et puis bon, ça arrive à n'importe quelle couple, ça. Et puis petit à petit, quand plus ça va, plus ça avançait, plus on s'inquiétait. Le lendemain, à 6h, la voiture de Sophie est retrouvée incendiée sur le parking du centre commercial. Le véhicule est vide, la clé sur le contact. Les policiers, dès le départ, nous ont dit « Monsieur, votre affaire, elles sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. » Malgré tout, les proches s'accrochent à l'espoir que la jeune femme est toujours vivante.
Ses amis créent une association, le Combat de Sophie. Ils distribuent des avis de recherche, organisent des sittings quotidiens, collent des affiches. C'est Anthony qui dirige l'association. Peut-être qu'elle a été embarquée dans un réseau de prostitution, enfin c'est ce qu'on pensait au départ. Donc à partir de là, on se dit voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos armes pour essayer déjà d'annoncer sur internet sa disparition. Au départ on est 4-5 personnes et rapidement on est 15, 20, 30, c'est exponentiel. Plus les jours passaient et plus les gens avaient entendu parler de cette jeune fille avec son visage souriant. C'est vrai que rapidement on a voulu mettre la photo en avant. Cette affaire a eu ceci de très particulier que très rapidement la photo de la jeune femme a été diffusée dans la presse, la photo d'un visage souriant. Et c'est vrai que très vite, l'affaire a dépassé les frontières de Nantes, de la Loire-Atlantique, pour aller s'afficher dans toute la France. Dès le lendemain, l'avis de recherche de Sophie est repris dans toute la presse française. Ensuite, tout va très vite. Le lendemain, de grosses recherches sont menées dans les environs du centre commercial. Sur le terrain, 60 enquêteurs fouillent les plans d'eau environnants, cherchent des indices. Ils ne trouvent rien. Mais quelques heures après la disparition de Sophie, la police trouve une piste sérieuse. En effet, la carte bleue de la jeune femme est utilisée la nuit du drame à 10 reprises, entre 1h30 et 2h30, pour des retraits d'espèces et l'achat de carburant. À 4h50, quelqu'un insère dans le téléphone de Sophie une carte SIM qui n'est pas la sienne. Cela va permettre aux policiers de le suivre à la trace. Le boîtier a donc permis aux enquêteurs de la police judiciaire d'identifier très rapidement un homme, un suspect. Ensuite, il s'est avéré que plusieurs opérations bancaires avaient été effectuées avec la carte bleue de la jeune femme. Et des cassettes de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs d'identifier une voiture qui se trouvait être la propriété de ce suspect. Tout collait pour eux. Sur le terrain, on découvre des vêtements appartenant à Sophie dans le fossé d'un petit chemin proche du centre commercial. La découverte 2 jours après la disparition de ses sous-vêtements, de son imperméable et de ses bottes, laisse à penser que le pire a pu arriver. On sent, pour parler régulièrement avec la famille, que de leur côté également, l'inquiétude grandit. Les enquêteurs nous laissent entendre qu'on s'oriente sûrement vers une issue tragique. Moi, j'ai perdu espoir le soir où on a retrouvé les vêtements au chemin du Vino. Alors là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Là, c'était fini. Pendant ce temps, la police continue à pister le suspect. Il est retrouvé à 750 km de là, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Il s'appelle Rami Zizeni. Nantais de 46 ans, d'origine bosniaque, il est père de 4 enfants. Il est interpellé en possession de la carte bleue et du téléphone de Sophie et immédiatement placé en garde à vue. Il aura fallu à la police judiciaire de Nantes 1 journée pour identifier un suspect et 4 jours pour l'interpeller. L'homme est écroué, ainsi que son épouse. Le même jour, le corps de Sophie est retrouvé dans un fossé. La jeune femme, à moitié nue, porte des marques de strangulation. C'est un automobiliste qui arrive donc de Nantes sur cette route de Pornic, qui va décider de s'arrêter sur cette voie de délestage pour se poser un moment parce qu'il a envie de déjeuner. Il est 13h30, cet homme se stationne donc ici et va découvrir dans ce fossé le corps d'une femme qui gît là. Immédiatement, évidemment, les secours vont être alertés, la police également, qui viendront en compagnie de l'expert légiste acquérir ici la certitude qu'il s'agit bien de cette jeune femme qui est portée disparue depuis 6 jours. Pour les proches de Sophie, c'est la fin de l'espoir. Vous vous mettez à pleurer et puis vous comprenez rien. Et puis vous dites que, toujours est-il, on dit c'est pas moi, c'est chez les autres, mais non. Ça peut arriver sur vous aussi. Arrivé ce qui est arrivé, quoi. Là c'était, ouais, très 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 dur. Ses amis, réunis comme chaque jour pour un sitting sur la place du commerce, apprennent la nouvelle en direct. Pour l'instant, là, c'est sûr, c'est Sophie. Ils ont trouvé Sophie
à côté de la Roche-Balu. Et maintenant, bon. La haine, la tristesse pour la famille. La tristesse pour la famille surtout, pour la maman qui pleure jour et nuit, qui réclame son enfant. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas de la tristesse pour ses amis qui sont là 24 heures sur 24 pour aider, pour la trouver. On a une proche amie, quand les soirées on faisait ensemble, c'était super. Le lendemain, 4000 personnes défilent dans les rues de Nantes pour rendre un dernier hommage à Sophie. La famille, les proches, tout le monde est là bien entendu, mais également des inconnus qui ont simplement été bouleversés par son histoire. Malgré tous les éléments dont disposent les enquêteurs, le suspect continue de nier en bloc. Pourtant, on réussit à identifier l'ADN de Rami Zizeni sur le chemisier de Sophie et celui de la jeune femme sur le blouson du suspect. Confronté à l'ADN, il reconnaîtra à demi-mot que peut-être, oui, il a croisé la route de cette jeune femme, mais point barre, c'est tout. Le 13 juin, 6 jours après le meurtre, coup de théâtre. La femme de Rami Zizeni révèle au juge d'instruction que la nuit du drame, son mari lui dit avoir commis un meurtre. Elle s'était tue jusque-là parce que, dira-t-elle, elle craignait son mari, qu'elle avait peur de lui. Après 2 mois, se sentant peut-être en sécurité, elle décide de parler. Et dans la journée, immédiatement après avoir recueilli ses déclarations, les enquêteurs vont solliciter auprès du juge d'instruction une confrontation dans son bureau. Et c'est à ce moment-là, ce soir-là, qu'on apprendra que Rami Zizeni, enfin, a craqué et lâché ses premiers vrais aveux. Retour à la cour d'assises de Nantes. Ce matin, les proches de Sophie ont pour la première fois rencontré l'assassin de la jeune femme. Comme vous voyez, il est insignifiant. Il n'a pas d'allure. J'ai peur quand même. Il n'a pas d'allure, il n'a rien, il n'a rien pour lui. Il n'a rien pour lui. Ah si, il fait peur quand même. Il fait Ah si. peur. Parce que je m'imagine que c'est ce type-là qui a vu Sophie pour la dernière fois. Je regardais ses mains, il a des toutes petites mains et pourtant qui ont de la force, puisqu'il a étranglé Sophie. Je me dis que c'est pas possible que Sophie ait eu affaire à cet individu. C'est difficile à digérer, vous savez. Cet après-midi, le président interroge Rami Zizeni. Pourquoi s'est-il attaqué à Sophie Graveau? Et que s'est-il passé exactement la nuit du drame? L'accusé raconte à la cour le déroulement des faits. Le 7 avril, à 21h, Rami Zizeni arrive sur le parking du centre commercial. La veille, il a perdu près de 1 000 € au casino et cherche à voler de l'argent. La première personne qu'il croise, c'est Sophie Graveau. Il dit s'être attaqué à elle par hasard alors qu'elle ouvre sa voiture. Il tente de lui arracher son sac. La jeune femme résiste. Effrayée à l'idée qu'elle le dénonce, il la fait monter dans sa voiture et quitte le parking. À ce moment-là, il prétend ne pas savoir ce qu'il va faire d'elle. Il roule au hasard pendant 1h30. C'est le diable qui était dans ma tête, explique-t-il. C'est à ce moment-là que Régis, affolé, essaye en vain de joindre Sophie. Entre 22h et 22h45, il l'appelle 21 fois. Rami Zizeni fait un premier arrêt dans un chemin isolé. Là, il demande à Sophie de se déshabiller et jette ses vêtements dans un fossé. Il tente de l'agresser sexuellement, mais il renonce devant la résistance de la jeune fille. Il commence à l'étrangler puis s'arrête parce que, dit-il, elle lui fait de la peine. Pour la même raison, il la laisse répondre à 22h45 à Régis. Mais il sait déjà qu'elle ne sortira pas vivante de sa voiture. Il reprend la route et 3 quarts d'heure plus tard, il s'arrête de nouveau. Et cette fois, il étrangle Sophie avant de jeter son corps sur le bas-côté.
La famille de Sophie vient enfin de connaître les circonstances exactes de sa mort. Je comprends très bien qu'il ait pu avoir besoin d'argent. Apparemment, c'est une personne qui a un besoin énorme d'argent pour le mieux le dépenser après au casino. Je peux encore éventuellement le comprendre. Mais pourquoi la tuer? Pourquoi la tuer? Je sais pas. J'espère qu'on a compris qu'il y avait un mobile uniquement financier, qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer et que c'est parce que ses intentions ont évolué au cours du déroulement des faits qu'on en est arrivé à cette situation. Un point de vue qui n'est pas partagé par l'avocat de la famille. Il voit dans l'acte de Ramiz Izeni bien plus qu'un crime crapuleux. À l'évidence, M. Izeni ne cherchait pas que de l'argent quand il a agressé Sophie Graveau, il devait chercher autre chose. Maintenant, les experts psychiatres nous donneront peut-être quelques pistes là-dessus quand nous les entendrons demain. Deuxième jour d'audience. Ce matin, 3 experts psychologues et psychiatres sont entendus par la Cour. Il va falloir notamment déterminer les dispositions psychologiques de M. Izeni au moment où il commet ses faits. Ramiz Izeni est-il porteur d'une pathologie qui permettrait d'expliquer en partie son comportement? Est-il conscient de ses actes? Des questions qui pèseront lourd dans l'issue du procès. Les 3 experts concluent dans le même sens et dressent de l'homme un portrait accablant. Quelqu'un décrit comme manipulateur, pervers, qui serait très difficilement adaptable. Donc en plus un récidiviste, donc je pense que les dés sont jetés, quoi. Les experts sont tous d'accord pour dire que M. Izeni n'a pas d'abolition ni même d'altération du discernement. Ce qui signifie qu'il est parfaitement conscient des actes qu'il commet. Lors de mes entretiens avec M. Izeni et quasiment à chaque fois ces derniers mois, parce qu'il savait que l'audience approchait, il me répétait sans cesse qu'il avait honte, qu'il ne voulait pas que sa famille vienne à l'audience parce qu'il ne pourrait pas les regarder. Il me répétait aussi qu'il ne savait pas comment il allait faire pour croiser le regard des proches de Sophie Graveau, parce que ce qu'il avait fait était horrible. Et je regrette qu'il ne soit pas capable à cette audience de redire ce qu'il a été capable de me dire à moi. L'audience de la cour d'assises reprend immédiatement. 13h30. C'est au tour des proches de Sophie de témoigner. Chacun à leur tour, ils évoquent une jeune femme joyeuse et pleine de vie. À la sortie de l'audience, l'émotion est à son comble. J'aime bien pleurer, mais j'aime pas pleurer devant le monde. Alors je pleure tout seul. Même Mira ici présente, elle sait même pas où j'ai été. À traduire tout seul. Parce que je pleure tout seul et je pleure pas, regardez-moi. Fin de journée difficile pour la famille. Régis et Martine tentent de se réconforter. Le soir, Martine passe un long moment dans la chambre de sa fille, restée intacte depuis sa mort. Elle regarde régulièrement les albums photos de Sophie. Au moment du drame, la jeune femme s'apprêtait à quitter la maison pour s'installer avec Régis. Peut-être 3 semaines avant qu'elle disparaisse, elle m'a dit « Maman, en fin d'année 2008, on va te faire un bébé. » Ça a failli. Eh oui, ma grand était contente d'avoir un bébé, d'un petit bébé de ma fille. Ah, il se rend pas compte, hein, tout ce qu'il a supprimé. Il se rend pas compte. Ça fait mal de voir une chambre vide, hein, où il n'y a pas de vie. Je préférais quand il y avait du désordre. C'est comme ça. Dernier jour du procès. Ce matin, l'avocat général qui représente l'intérêt de la société fait son réquisitoire. Pour la première fois de sa carrière, il requiert la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité, assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir la 23e année, c'est pas du tout aussi simple que ça. Il est autorisé éventuellement à faire des demandes, voilà, mais entre faire des demandes et l'obtenir, il peut se passer du temps, il peut se passer beaucoup de temps. Là, il a été demandé donc la perpétuité avec 22 ans de sûreté. On ne souhaite pas qu'il ressorte au bout de 22 ans. C'est ce qui nous tracasse le plus, c'est qu'au bout de 22 ans, ce monstre ressort. Et à mon avis, dans 22 ans ici, il sera toujours le même. Quand on est manipulateur, égocentrique, assassin, tout ce qu'on voudra, dans 22 ans, il sera toujours le même. Donc il faut qu'il ne ressorte jamais. Jamais. Jamais, jamais. Dernier acte du procès, la plaidoirie de l'avocat de Ramiz Izeni.
Une tâche difficile, l'horreur du crime et la personnalité de la victime laissent peu de place à sa défense. On arrive à l'audience, on n'a personne pour établir cet équilibre parce qu'on n'a pas un témoin à faire citer. Monsieur Izeni n'a plus de famille, Monsieur Izeni n'a pas d'employeur, Monsieur Izeni n'a pas un ami. Monsieur Izeni est seul, simplement avec ses avocats. Tous les gens qui sont venus à cette audience ont témoigné, ont déposé, ont conclu contre Monsieur Izeni. L'audience est levée, les jurés vont délibérer. Que vont-ils décider? Vont-ils suivre les réquisitions de l'avocat général? Les délibérations se prolongent. Pendant ce temps, les magistrats rangent tous les documents du volumineux dossier Graveau contre Izeni. Dehors, les proches de Sophie attendent, anxieux. Enfin, après 4 heures de délibération, la famille entre dans la salle pour entendre le verdict. Ramiz Izeni est condamné à la réclusion à perpétuité. La peine de sûreté de 22 ans requise par l'avocat général n'a pas été retenue, mais elle est par défaut de 18 ans. Le condamné a 10 jours pour faire appel. Je pense que le juré a bien fait son travail. Je pense que s'ils ont enlevé les 4 ans, c'est peut-être pas pour qu'ils puissent faire appel, parce que de toute façon, s'il fait appel, il va prendre plus. Là, j'espère qu'il va pas faire appel. Qu'on soit débarrassé une bonne fois pour toutes. Et puis qu'on continue de vivre un petit peu mieux, Et ce que je souhaite, c'est qu'ils vivent le plus longtemps possible, mais qu'ils vivent à mal vivre, vous voyez? Et qu'il faut qu'il en bave tous les jours. Là, au moins, il fera plus de mal à personne. Pour nous, ça ne change rien du tout. Sophie, je vais aller au cimetière pas plus tard que cette semaine, mais la pauvre, elle a pris perpète. Lui, pas assez.